Vous avez 2 minutes, car c'est quand même quelque chose de très important ce soir. On a les protagonistes du film que vous venez de voir et je pense qu'ils méritent un très très grand applaudissement. Voilà, si vous pouviez leur faire une ovation. Céline, Ramadan, Rio. Voilà. Allez sur la scène. Voilà. Faites des photos. Merci pour eux, c'est important, ils travaillent pour ça, donc c'est important que le résultat de leur travail, vous puissiez l'applaudir. Merci encore. Est-ce qu'on s'assoit ? Je sais pas moi. Bonsoir à tous. Je m'appelle Caroline Aboussada, je suis la directrice de SOS Méditerranée Suisse, qui a ce bateau qui récupère les migrants en Méditerranée au large des côtes libyennes. Juste 2 petites choses avant de commencer pour vous permettre aussi, et me permettre aussi de respirer un petit peu et de passer cette vague d'émotions suite au film. On a, en termes de démographie des gens qu'on récupère sur ce bateau, on a de plus en plus de femmes, enceintes, et tous les témoignages qu'on entend sur l'Aquarius sont des témoignages de viols, de torture, de mauvais traitements, et ça depuis des mois, des années. On a également, en termes de nationalité, on a de plus en plus de Libyens sur le bateau, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques mois. Donc il y a de plus en plus de Libyens qui essayent aussi de fuir le pays. Une deuxième chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a très peu d'accès en fait à ces centres de détention à l'intérieur de la Libye. Donc c'est finalement extrêmement difficile, sauf quand il y a des gens effectivement qui témoignent et puis qui passent ce type d'informations. C'est extrêmement difficile de savoir ce qui s'y passe. C'est encore plus difficile de pouvoir aider les gens, de pouvoir leur apporter des soins, de pouvoir leur apporter un réconfort, un espoir, quelque chose. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même une politique européenne à l'heure actuelle, dont la Suisse d'ailleurs fait partie en finançant les gardes-côtes libyens, effectivement refouler les gens et les renvoyer dans ces conditions en Libye où on sait, alors à un moment c'est mentionné dans le film, mais on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, donc on sait, maintenant c'est documenté, il y a des gens qui risquent leur vie pour pouvoir le faire, pour qu'on ait accès à cette documentation, à ces informations. Et voilà, je pense que c'est aussi une responsabilité collective de transmettre cette information et de pouvoir passer un peu ce type de témoignage. Voilà, j'en arrête là, je vais présenter les gens. Je vais juste, avant de présenter les gens, faire un petit point logistique. Nous avons 5 panélistes et nous avons quelqu'un qui va s'occuper de la traduction, 5 panélistes, un traducteur et 3 langues. Donc on va avoir du français, de l'anglais et de l'arabe. Et évidemment, et je tiens d'ailleurs à remercier par avance les traducteurs, parce qu'on parle toujours trop vite. Je vais demander à tout le monde d'essayer, et à moi la première, d'essayer de parler le plus lentement et le plus calmement possible pour que les traductions puissent se faire correctement. Est-ce que l'interprétation en anglais fonctionne ? Ça ne fonctionne pas.
Je chante en attendant la... Moi, je peux traduire, hein, si tu veux. Non, parce qu'en fait, je voulais que tu commences justement à prendre la parole. Du coup, voilà, on a Cécile Allégrin qui est la réalisatrice de ce film, qui, comme ça a été mentionné tout à l'heure, n'en est pas à sa première expérience au FIFDH et la dernière fois avait gagné le prix. Tu as aussi eu le prix Albert Londres. Et ça fait quand même des années que tu travailles sur ce sujet. Et du coup, je voulais que tu nous parles un peu de comment est venu ce film, comment tu en es arrivé à rencontrer Céline et à rencontrer les protagonistes. Et voilà, nous expliquer un peu tout ça. Oui, alors c'est effectivement... Le niveau du micro est un peu bas, on va parler près du micro. Alors c'est une longue histoire, effectivement. Parce que Céline, je l'ai rencontrée juste après avoir terminé Voyage en Barbarie, ce film qui racontait la traite des êtres humains dans la Corne de l'Afrique, les camps de torture où les migrants étaient systématiquement torturés. Je suis allée la voir parce que j'arrivais pas à me résoudre au fait qu'on ne puisse rien faire. Accident de micro. Donc j'essayais de trouver une manière de faire en sorte que les témoignages que j'avais recueillis puissent pouvoir avoir un impact ou une suite judiciaire. Et on m'avait dit, il y a une fille qu'il faut vraiment que tu ailles voir, hein, c'est Céline, qui déjà avait créé son ONG, We Are Not Weapons of War, donc qui travaillait sur qui milite depuis longtemps, après elle nous en parlera, contre l'utilisation du viol dans les conflits armés. Et ce qui m'intriguait à l'époque, c'était le côté systématique des viols dans les camps de migrants. Et en fait, de fil en aiguille, on a beaucoup discuté. Elle a dit, il faut qu'on fasse un film sur ce sujet, c'est important. C'est un sujet... que les personnes connaissent mal. On pense que le viol dans la guerre, quelque part, c'est un peu un moindre mal. Je pense que ce soir, vous serez tous d'accord pour dire que c'est loin d'être le cas. C'est au contraire, c'est un instrument clé dans les conflits contemporains. Et donc, voilà, on s'est mis au travail. Mais alors, on savait vraiment pas par quel bout le prendre, pour tout vous dire. Alors, pour vous détendre un petit peu, je peux vous dire que j'ai passé 6 mois à prendre des portes et des portes et des portes. Alors c'était sans fin. Je crois que j'ai jamais expérimenté ça de ma vie. J'ai utilisé, je crois, 19 fixeurs parmi les meilleurs en Libye. Tant qu'il s'agissait des migrants, tout le monde était d'accord, on pouvait en parler. Dès qu'on touchait à la question des viols perpétrés par les Libyens sur les Libyens, là, il n'y avait plus personne. Et tout le monde raccrochait, on me prenait plus au téléphone, enfin c'était désespérant, tant et si vrai que là on est en septembre 2016, je pense que ma productrice en est témoin, j'étais vraiment sur le point de lâcher. Et je me dis c'est pas possible. Et puis, et c'est là qu'on va peut-être passer un meilleur moment que celui que vous venez de passer, entre nous soit dit, j'ai eu une idée, je me suis interrogée sur qu'est-ce qu'il manque à des gens à l'intérieur, parce que la Libye, c'est très particulier. C'est un pays qui sort de 40 ans de dictature, d'une dictature féroce, et qui a quand même réussi, même dans l'après-révolution, à rester complètement enfermée sur elle-même, alors du fait de la négligence de la communauté internationale, mais aussi... par volonté d'essayer de remettre en pied le pays par leur propre force. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là en Libye, c'est de faire la démonstration qu'ils peuvent y arriver. Et donc, finalement, on est arrivé à une situation de vase clos. Donc, comment faire émerger une parole dans un endroit qui est complètement fermé comme ça ? C'était vraiment challengeant pour moi, c'était un vrai défi. Donc j'ai pensé, qu'est-ce qu'il leur manque ? Un accès aux soins, je ne suis pas médecin, je ne peux pas prétendre l'être. Un accès, évidemment, à des personnes qui les écoutent, donc une thérapie psychologique. Bon, culturellement, c'est pas très répandu déjà, et puis c'est extrêmement risqué. Donc j'ai compris qu'à l'intérieur, rien n'était possible. Personne ne va dire à un médecin j'ai mal au dos, et puis est-ce que tu peux regarder un peu plus bas, hein ? C'est pas possible, ça équivaut à se dénoncer. Et comme vous aurez compris maintenant en regardant ce film, toute personne qui avoue avoir été violée est immédiatement marginalisée, mise au banc de la société.
et que ce soit les hommes et les femmes. Simplement, les femmes ne participent pas de manière extrêmement active à la vie politique, alors que les hommes, si. Donc, quand ils sont violés, ils ne sont plus en mesure d'être là, de s'exprimer publiquement, parce qu'ils savent que quelqu'un, quelque part, sait qu'ils ont été violés. Et pire encore, comme vous l'avez vu dans ce film, ils portent sur eux la marque du viol. Ils ne pourront jamais nier, même des années après, qu'ils n'ont pas été violés. Donc, alors j'ai fait quelque chose d'un petit peu inédit. Je n'avais jamais essayé. Je me suis dit, je vais prendre des techniques de respiration qu'on utilise quand on est dans des conflits, quand on fait beaucoup de conflits. Enfin, peut-être qu'il y a des confrères dans la salle. On essaye d'apprendre à respirer. En tout cas, Rio, qui a fait la Révolution, je ne sais pas s'il faisait ça, mais c'est une technique de respiration assez simple, c'est la sophrologie. Donc on essaye de calmer les battements du cœur, de détendre, de se décrisper. Et c'est une méthode assez simple parce qu'en fait, n'importe qui, une fois qu'il l'a compris, peut la pratiquer, peut même la transmettre. Alors j'ai fait traduire un petit manuel qui s'appelait La Minute Détente, qui est une petite collection destinée à un public absolument occidental, stressé du bureau. Mais j'ai pris des chapitres et je les traduis en arabe et je les fais partir en Libye sous le manteau. Et c'est comme ça que tout s'est débloqué. En fait, c'est en parlant avec le seul interlocuteur qui me restait, des victimes, encore et encore, de leur solitude, du fait que 5 ans, d'un point de vue thérapeutique, ça signifie quelque chose. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, on commence vraiment à imploser de l'intérieur quand on n'arrive pas à parler et on peut passer à l'acte, on peut commettre l'irréparable. Voilà. Donc les victimes décrivent les mêmes symptômes, une grande irritabilité, une incapacité à être avec leur famille, une incapacité aussi à être socialement apte à avoir des relations. Ils disent j'arrive même plus à parler normalement avec mes amis, j'ai l'impression que tout le monde sait. J'ai l'impression que tout le monde sait. Et c'est comme ça, donc, que j'ai eu un premier homme qui est sorti, un deuxième, et puis j'ai rencontré, je me disais, il y a quand même quelqu'un qui est en train de travailler sur cette question en ce moment en Libye, c'est pas possible que rien n'existe. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ramadan et Imad, que vous avez vu dans le film. Ils travaillaient de manière très discrète, comme vous avez pu voir, et ils m'ont fait confiance, ce qui est vraiment très, 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 très compliqué. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est fragile, qui va et vient. Il faut bien comprendre, et je pense que Ramadan vous en parlera, que leur priorité, c'est la justice dans leur pays. Donc, quand quelqu'un vient de l'extérieur, est-ce qu'il saura prendre soin des témoignages? Est-ce qu'il respectera ce qu'on est en train de lui dire? Est-ce que je ne vais pas être trahi par cette personne? C'est des questions fondamentales qui se posent à toutes les étapes. Et donc on a avancé ensemble. On a vu une victime puis l'autre. Alors Yacine confirmait les viols de 2011. Jusque-là, c'était ce que j'étais partie chercher quelque part. Je me disais, bon, on va essayer de prouver qu'il y a eu des viols pendant la Révolution. Mais Ahmed, que vous avez vu, c'était une surprise totale. Quand il a commencé à raconter que ça faisait 4 ans qu'il était en prison, qu'ils étaient 450 en permanence, ça il ne l'a pas dit dans le film, mais lui, il était préposé à la plonge, donc il pouvait compter les assiettes dans la prison où il était. Donc on sait le nombre d'hommes dans cette prison-là en particulier. Alors, même moi, si vous voulez, j'ai eu un moment... je me suis dit, mais est-ce que j'entends bien ce que je suis en train d'entendre? Le cerveau a une forme de résistance très forte, je pense que tout le monde ici peut en témoigner, quand on vous révèle quelque chose de cette ampleur-là. Bon, alors j'avais mon petit joker, elle est là, voilà, elle est en vert, là, magnifique ce soir. Je l'ai appelée Céline Mardet, et je lui ai dit, écoute, je crois que vraiment là, il y a quelque chose de grave qui se passe. Et la première chose qu'elle m'a dit, et j'oublierai jamais, c'est pas parce que c'est toi que je dirais qu'il y a quelque chose s'il n'y a rien. C'était une phrase, je me suis dit, bon d'accord, ok. Et elle est venue rencontrer Ramadan et Imad, qui à ce moment-là avaient un problème pour monter les dossiers. Et c'est comme ça qu'on a passé, si vous voulez, tous ensemble, mais jusqu'au bout, toutes les étapes de la
du fait de concevoir qu'on était face à un crime de guerre qui n'avait jamais été sorti de l'ombre. Et je crois, en tout cas pour moi, que c'est la première fois de mon existence. J'espère d'ailleurs que ça sera la dernière. Voilà. Merci. Du coup, on va changer l'ordre. On va passer à Céline. Donc Céline, vous êtes juriste internationale, vous êtes enquêtrice, vous avez monté une unité pour poursuivre les crimes de guerre justement en Bosnie. Vous avez travaillé des années avec le tribunal international à La Haye, avec les Nations Unies, et vous vous retrouvez à enquêter sur la Libye à partir de 2011. Et vous créez en 2014 cette ONG We Are Not Weapons of War. Du coup, cette rencontre et je ne parlerai pas s'il n'y a rien. Racontez-nous la suite de l'histoire. Ouais, je m'en souviens pas, mais je me souviens jamais de rien. Non, mais en fait, c'est aussi le côté, la différence, le côté juridique. Et je crois que c'est ce qui est intéressant aussi dans le film de voir, c'est comment on construit un dossier juridique, et le système judiciaire fait que ça n'est pas suffisant d'avoir une chose, de qui a dit quoi, c'est que c'est quelque chose qui est très complexe à mettre en place. Donc c'est plus pour ces raisons-là. Après, moi j'ai commencé à travailler en Libye à partir de 2011. Et il y a quelque chose de... D'abord, je vais faire avant, donc je travaille sur les crimes de guerre depuis très longtemps. Bien sûr, le viol, c'est une arme de guerre, et je crois qu'on en parle quand même, on commence vraiment à en parler maintenant. Et j'avais pas du tout l'idée de créer une ONG, parce que c'est un enfer de créer une ONG. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais j'ai monté We Are Not Weapons of War, d'abord parce qu'au départ c'était une campagne, et aussi parce que Cécile l'a très bien dit, c'est j'ai été très étonnée à un moment de me rendre compte que, en fait, on ne comprenait pas ce que c'était le viol de guerre. Et qu'il y a aussi une approche souvent très genrée, et qu'on lie aussi aux droits des femmes, etc., et qu'on mélange beaucoup de choses. Et le viol dans la guerre, le viol comme outil de guerre, pour moi en tout cas, et même je pense que ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'outil. Et je trouve que dans ce cas, le film, il montre vraiment bien ça, et que les gens, ils expliquent bien, jusqu'au médecin qui, lui, ne connaît rien au viol de guerre, mais je trouve que quand il en parle, il dit tout de ce que c'est. Voilà. Et ensuite, oui, j'ai travaillé en Libye dès 2011, et j'ai une rencontre assez... quand je suis arrivée en Libye, je ne m'attendais pas du tout à ça, la question des viols, vraiment. Alors que, je baignais là-dedans, c'est pas comme si j'arrive de nulle part. Donc ça m'a beaucoup frappée. Et puis, il y a eu à l'époque un ministre de la Justice, qui est un homme extraordinaire, je trouve qu'il est, qui s'appelle Salah Margani, je prononcerais très mal, et que j'ai rencontré à ce moment-là, et qui m'a recontacté après, parce que moi, à l'époque, avant, en Bosnie, effectivement, j'ai monté une unité de crimes de guerre locale, j'ai travaillé avec eux pendant 3 ans, pour en parler après, parce que la justice, on croit que c'est compliqué, etc. Oui, c'est compliqué, mais il y a des choses qui peuvent être faites de manière plus simple. Il faut un peu disrupter le système. C'est un peu ce que je fais. Et j'avais fait adopter une loi, parce que les victimes de viol n'étaient pas reconnues comme victimes de crimes de guerre, en fait, ce qui pose plein de problèmes après en termes de réparation, de reconnaissance, etc. Et donc j'avais fait adopter cette loi en Bosnie, qui a été ensuite reprise dans plein de pays. Lui avait vu cette loi. Et il me dit, est-ce que moi, je pourrais pas faire ça chez moi, dans mon pays? Et donc, je lui ai dit, mais oui, tu es ministre de la Justice. Et donc, il a écrit cette loi qui est pionnière à l'époque dans le monde du Moyen-Orient, qui a attiré beaucoup d'autres pays, parce qu'elle reconnaissait les viols de masse, et puis elle mettait en place une commission, etc., une approche holistique à ces réponses. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Comme on l'a vu, la Libye, c'est problématique. En 2014, il y a eu une chute du gouvernement. Néanmoins, ça a été adopté sous forme de décret. Donc, c'est hyper important. Et puis après, voilà, j'ai rencontré Cécile, et on s'est rencontrés. Et il y a ce travail qu'on est en train... le film, c'est presque le début, en fait, de ce travail, et qui est important.
Et la chose qui est importante à dire aussi, je ne sais pas si on le comprend bien, c'est qu'en plus, il y a une ouverture très importante parce que la Cour pénale internationale est compétente sur la Libye. J'imagine qu'ici, on a beaucoup parlé aussi de la Syrie et qu'on sait que la Syrie, c'est un problème. Il y a une ouverture à la Cour pénale internationale sur la Libye, donc il faut la prendre, il faut bouger, il faut avancer là-dessus. Puis il y a plein d'autres voies, on pourra en parler après. Voilà. Juste rapidement, on en est où du coup maintenant? Parce qu'on parle à un moment justement du fait que la Cour pénale internationale se saisit du dossier en août 2017 et puis finalement lance des mandats d'arrêt. On en est où là? Alors, au niveau de la Cour pénale internationale pour la Libye, il y a plusieurs actes d'accusation qui ont été mis en place, dont un, effectivement, qui mentionne des viols. Maintenant, la question du viol utilisé de manière systématique comme outil, etc., n'est pas encore arrivée. En fait, l'ambition que j'ai du travail de We Are Not Weapon of War, c'est d'amener justement cette affaire et cette question du viol en Libye de manière posée en priorité à la CPI. Donc il y a des actes d'accusation. Après, je sais pas la compréhension qu'on a du système. Donc juste pour dire, voilà, la Cour pénale internationale, c'est une responsabilité pénale individuelle. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on identifie des gens. Il y a la question des exécutants qui sont une chose, mais il y a la question des chaînes de commandement. Du fait, on le comprend aussi assez bien dans ce film, c'est que ces viols, ils n'arrivent pas par hasard, ils sont planifiés, il y a des méthodes. En fait, il y a même une méthode vraiment qui est mise en place et qui en fait ensuite est utilisée par tout le monde. Les uns contre les autres, j'allais dire. C'est vraiment ça. C'est ça qui est assez... j'allais dire inédit, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui est assez singulier de la Libye. Et encore une fois, moi, je fais beaucoup de terrain. Je suis désolée parce que je suis très fatiguée. J'arrive des zones tribales du Pakistan. C'est aussi très émouvant pour moi de voir ce film. Je l'ai vu, mais voilà. Je pense à Emad aussi, parce qu'il n'est pas avec nous ce soir. Mais donc, je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire, sauve-moi. J'étais en train de dire que... Oui, donc il faut des responsabilités pénales individuelles et il faut aussi démonter le système et la responsabilité de commandement. Et là, on voit très bien qu'il y a un système qui est en place, il y a des commandements, donc il faut travailler là-dessus. Donc là, on en est là. On avance, c'est difficile parce que on peut pas aller sur le terrain, c'est compliqué. Je pense qu'après ça va être encore plus compliqué pour nous. Mais il y a tous ces gens-là, donc on travaille avec eux à distance quelque part et on les téléguide. On en parlera après parce qu'on utilise aussi les nouvelles technologies avec ça. Mais on travaille. Donc voilà. Maintenant, j'en profite, on parlera après. Par exemple, nous, We Are Not Weapon of War, on est bloqué financièrement. On a besoin de fonds aussi pour avancer là-dessus. Et donc c'est aussi une question. Mais on avance sur des dossiers qui pourraient arriver d'ici la fin de l'année, au début 2019. D'accord. Voilà. Oui, parce que ça, c'est une chose... Je me permets d'appuyer sur ce point-là, parce que, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Si, ça marche bien ? Ok. Moi, ce que j'ai découvert en travaillant sur cette question, c'était la solitude absolue des personnes comme Céline, comme Ramadan, comme Emad, dans le fait de faire avancer ces dossiers. C'est-à-dire que vous ne voyez que le résultat, mais le chemin est long et extrêmement solitaire. Et en réalité, on donne à Médecins sans frontières, mais pour faire la justice, on a l'impression qu'en fait, il y a des institutions, qu'elles marchent et que ça finira par arriver. Non, en réalité, la bataille du terrain, l'approche des victimes est quelque chose d'infiniment long. Et d'ailleurs, nous sommes à une époque où les victimes ne font plus confiance aux grandes institutions, ce qui est en train de changer complètement la manière de travailler sur le terrain. Et donc, quelque part, vous avez devant vous des précurseurs d'un espèce de nouveau système, mais qui effectivement est absolument non financé pour l'instant. Donc, il est en train de se réinventer. Et ça, c'est ce que j'ai compris aussi en travaillant au contact de Céline, de Ramadan, d'Emad. Oui. Qui d'ailleurs, Emad, je voulais vous donner des nouvelles, est en ce moment... aux portes de Tawarga, en train d'attendre la possibilité peut-être qui sera donnée à son peuple de re-rentrer dans la ville. Voilà. Merci. Du coup, on va passer à Ramadan, qui est donc défenseur des droits de l'homme, qui a piloté un peu aussi cette enquête.
Justement, pour poursuivre un peu sur ce que disait Cécile, comment ça se passe, ce travail au quotidien que vous faites de fourmi, d'aller chercher les informations, d'aller chercher les gens à partir de la Tunisie en faisant des allers-retours. Comment ça se passe? Et Ramadan va parler en arabe et on aura la traduction consécutive. في البداية شكرا للجميع ومساء الخير. في الحقيقة الأمر أكثر صعوبة وأكثر دقة من الآلية اللي شرح بها في الفيلم، بالإضافة إلى العمل أكثر شمولية من الطريقة اللي شرح بها في الفيلم. طويلة كويس. أنا راح أستخدم عبارة ذكرت في الفيلم. كل ما شاهدتوه هو عبارة عن بداية فقط، بداية لعمل يحتاج إلى وقت طويل وفريق كبير جدا من العمل. أنا حابب نوضح نقطة رئيسية. أنا مش محقق، أنا كنت وكيل نيابة في السابق، وأنا حقيقة مدافع عن حقوق الإنسان بمعنى الدفاع عن حقوق الإنسان، وعملي هو محاولة إيصال الضحايا للعدالة ومحاسبة المنتهكين أيا كان نوعهم وأيا كانوا موجودين ومهما كان توجههم السياسي أو منطقة وجودهم، باختلاف العملية اللي موجودة في ليبيا معقدة جدا. يعني لو تحدثنا على شرق أو غرب أو جنوب مش راح أخوض في تفاصيل، ولكن نقطة مهمة حبيت أني نوه لها. On va faire la traduction. M'entendez? Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier d'être venus aujourd'hui. J'aimerais tout simplement dire que la situation est beaucoup plus difficile et délicate que l'on pourrait croire, et elle est même beaucoup plus difficile que dans le film. Le travail est gigantesque et tout ce qu'on a vu, d'après ce qui a été dit dans le film, tout ce qu'on a vu, ce n'est qu'un début. Nous avons besoin de beaucoup de temps, nous avons besoin de mobiliser des gens. Et je tiens à rappeler aussi que je ne suis pas un enquêteur. J'ai été procureur général par le passé, mais je suis un défenseur des droits humains. Et mon travail consiste à aider les victimes à lancer un processus judiciaire et essayer de poursuivre en justice les criminels et ceux qui ont commis ces actes et ces exactions. Comme le film l'a montré et comme on l'a déjà dit, la situation est très difficile en Libye. العمل في حقيقته ينقسم إلى شقين رئيسيين، شق تقني فني وشق ميداني. الجانب الميداني هو متصل بالأبطال الحقيقيين، المدافعين الحقيقيين اللي موجودين على الأرض، اللي قابلوا في الضحايا، اللي يجمعوا في الدليل، وينتقل العمل إلى الشق التقني الفني اللي هي محاولة جمع الأدلة وخلق منها صورة قانونية بالإمكان استخدامها كدليل قانوني يحال إلى الجهات القضائية. وهنا لازم أعيد وأحيي عماد، لأن عماد هو البطل الحقيقي في هذه القصة. هو فعلا البطل الحقيقي، هو حاليا موجود في ليبيا في مخيم على حدود المدينة المهجر منها من 7 سنوات. ما اكتفش بالعمل من الخارج، رجع للأرض وموجود على الأرض ويقدم في المساعدة بشكل مباشر. Et le travail, en fait, est scindé en 2 parties. Il y a le côté technique et il y a le côté du terrain. Mais tout commence par le terrain, bien évidemment. Les gens qui rencontrent les victimes, qui se chargent de rassembler les différentes preuves et les témoignages. Ensuite vient le côté technique. Et ce côté consiste à lancer le processus judiciaire et à essayer de faire usage de toutes les preuves au niveau juridique. Et à ce propos, j'aimerais saluer Emad, c'est le vrai héros de ce film. Il se trouve actuellement en Libye, dans un camp sur les frontières de sa ville natale.
il ne s'est pas contenté de faire un travail à distance, mais il est revenu sur le terrain et il essaye autant que possible de fournir son assistance. كل ما تم مشاهدته في الفيلم من عنف ومن انتهاكات هي عبارة عن حلقة من انتهاكات ممتدة على مدار أكثر من 5 عقود تقريبا. سبب العنف الموجود هو عنف أساسا كان موجود في السابق، مش هو سبب الرئيسي ولكن هو كان أحد أهم الأسباب، لأن دائرة العنف لا تولد إلا عنف. لو لاحظنا أن جزء من الأشخاص اللي موجودين في الفيلم هم كانوا ضحايا في مرحلة من المراحل، بس مش هم بأنفسهم، قد يكون الجهات اللي ينتموا لها فيما بعد ارتكبوا انتهاكات. ونحن الآن في ليبيا في مرحلة هي مرحلة انتقال من عنف إلى عنف آخر. يجب أن تكون الخطوة التالية هي محاولة إيقاف العنف بأي شكل من الأشكال. والطريقة الرئيسية وأهم آليات إيقاف العنف هو المحاسبة. المحاسبة هي المفتاح الرئيسي في ليبيا في الوقت الحالي. كل ما يحدث من انتهاكات، كل ما يحدث من فظائع على الأرض يحدث بمنأى تماما عن أي إحساس من المنتهكين بأنها ستطالهم المحاسبة يوم من الأيام. كل ما يحدث هم أشخاص باختلاف انتماءاتهم، باختلاف توجهاتهم السياسية، باختلاف قوتهم العسكرية أو مناطق وجودهم، يرتكبوا في الانتهاكات بمنأى كامل عن المحاسبة. اللي نحن نحاول نقوم به هو مجرد وضع حجرة أساس فقط. ما أعتقدش أن نحن في القريب العاجل رح نحقق المحاسبة على كل الانتهاكات في ليبيا، لكن نحن في مرحلة وضع الحجرة الأولى أو القاعدة الرئيسية اللي ممكن غيرنا أو شركائنا أو فاعلين آخرين ممكن أن ينضموا لنا أو ننضم لهم أو نوحدوا الجهود للوصول إلى المحاسبة في المرحلة التالية. Et tout ce qu'on a vu dans le film, tous les actes de violence, toutes les atteintes aux droits de l'homme s'inscrivent dans des actes de violence plus généralisés et qui s'étalent sur 5 décennies. Donc la violence trouve son origine dans tout ce qui s'est passé au cours de toutes ces années. Et la violence, comme c'est dit dans le film aussi, c'est un cercle vicieux. Et parfois, les criminels sont eux-mêmes des victimes. Ils sont victimes de leurs institutions et c'est les institutions qui assument la responsabilité de ces exactions et ces atteintes aux droits de l'homme. Mais la prochaine étape doit être d'arrêter cette violence autant que possible, de mettre fin à l'impunité et de responsabiliser autant que possible. Et malheureusement, toutes les atteintes, toutes les exactions passent inaperçues parce que les personnes qui commettent ces crimes savent qu'ils ne seront jamais poursuivis en justice. Et ces personnes appartiennent à différentes factions politiques et viennent de tous bords. Donc il n'y a pas de responsabilisation et c'est ça ce qu'on essaye de changer aujourd'hui. Nous essayons tout simplement de mettre une base pour poursuivre en justice ces personnes. Je sais qu'on ne va peut-être pas atteindre cet objectif, mais on essaye de mettre une base et plus tard, d'autres acteurs pourront nous rejoindre et faire la suite du travail. Merci Ramadan. Justement, en filigrane du film, il y a quand même la construction ou la difficulté de la construction étatique en Libye et de dire que finalement, tant que ces crimes ne seront pas poursuivis, ça va être extrêmement difficile d'arriver à un processus de réconciliation et donc à une construction étatique. Rio, vous êtes producteur d'une série de films animés avec la BBC qui s'appelle Al-Kul Libya. Vous êtes un très bon observateur de la situation en Libye. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Comment vous percevez un peu justement ces possibilités ou cette impossibilité de construire un État à l'heure actuelle vu tout ce qui s'y passe? Thank you very much. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais
aussi exprimer mes remerciements comme Ramadan pour votre intérêt à notre affaire et j'aimerais remercier évidemment Cécile pour le travail incroyable qu'elle a accompli au cours de ce film. Par où est-ce que je vais commencer? J'aimerais reprendre les choses où Ramadan a dit que les choses étaient assez compliquées en Libye. Il y a 3 axes à notre problème. C'est l'axe politique et la question de sécurité. On a 2 parlements, on a 2 gouvernements et le pays est techniquement séparé en 2. Ça, évidemment, cela a un impact sur la situation de sécurité. Et à cause de cette division et parce qu'on n'a pas une armée unie, tout le monde a peur pour sa vie et cela, évidemment, a un impact aussi sur la situation économique. Tous les grands hommes d'affaires refusent de mettre leur argent à la banque et on voit que le dinar libyen a chuté de façon très forte par rapport au dollar. Toutes les exportations de pétrole ont cessé à cause de Daesh et autres. Donc la situation économique a empiré. Et si on revient quelque part en arrière, si on regarde le paysage médiatique, on a des médias polarisés, 2 factions soutiennent les 2 entités différentes. Et cela, évidemment, ça coûte, les gens en payent le prix. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous parler de tous les petits détails de la situation libyenne, mais une fois de plus, c'est quelque chose de très compliqué. Maintenant, on essaie de voir comment on peut faire avancer les choses. Sans justice transitionnelle, il n'y aura pas de réconciliation. Et bien sûr, j'aimerais juste dire que toutes les personnes, même moi quand j'y vais, peut commettre n'importe quel crime et s'en tirer dans l'impunité totale. Et ça, c'est le plus gros problème. Car maintenant, vous avez des gens qui sont soumis à des violences, qui sont victimes de violences, qui aimeraient se faire bien voir par leurs supérieurs. Il y a toutes ces milices à travers le pays. À tout cela s'ajoutent les enlèvements quotidiens, la situation économique si mauvaise. Les choses empirent de plus en plus, mais sans appliquer un état de droit à ce pays. On a une loi écrite, mais elle n'est pas mise en œuvre. Une autre question, c'est que les politiciens ne représentent personne sur le terrain. Tous ces organes dont nous disposons ne représentent pas le peuple. Et un autre problème, c'est que nous n'avons pas ce mouvement public. Les gens, les Libyens, parce qu'ils ont eu tellement peur, ils ont été tellement, surtout après ce qui s'est produit en 2014, c'est très difficile d'avoir une opinion publique qui pourrait faire bouger les choses. Donc, ce n'est qu'un des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et bien sûr, Cécile peut vous parler, vous a dit que la communauté internationale avait pris du recul. Maintenant qu'on s'est débarrassé de Muammar Kadhafi, maintenant le pays allait être florissant et pacifique. Mais 40 ans de dictature, avec 7 ans d'une violence incroyable, tout cela, ça a un effet? Je voudrais juste vous dire, moi je vous fais la petite histoire, qu'en fait Rio, qui faisait partie du film et qui n'a pas pu être monté dans cette version finale, en fait a été un des premiers à parler ouvertement de cette question, car il faut quand même savoir qu'en fait, ne serait-ce que mentionner le terme de viol, c'est quelque chose qui, pour les Libyens, mais pas que pour les Libyens, pour différentes autres cultures, vous salit instantanément. Je ne sais pas, moi je suis d'origine sicilienne, c'est pareil en Sicile, hein, dans l'absolu. Donc en fait, ça a été quand même, c'est un homme jeune qui a participé à la révolution dans son pays et qui a eu ce courage, c'est celui d'en parler autour de lui, avec ses proches, dans son cercle professionnel, d'essayer de monter un petit film d'animation. Ça a l'air de rien comme ça, dit comme ça pour vous, mais vraiment pour les Libyens, c'est quelque chose de très très important, qu'il y a des personnes comme Rio qui arrivent à mettre des mots sur les faits et qui n'aient pas peur de le faire et qui n'aient pas peur de nommer, voilà. Personne n'a envie de prononcer les mots anus, sodomie, bien sûr, c'est épouvantable, mais il fait partie de ceux qui est capable de l'envisager, et de ce point de vue-là, il porte un espoir, je pense, pour la Libye. Voilà ce que je voulais vous dire. Bravo. Merci.
Alors, pour rebondir sur ce que Rio a dit en termes de justice transitionnelle, on va passer à Elisabeth de Crec, qui est la présidente d'honneur de l'appel de Genève, que vous avez fondé il y a 20 ans. Vous avez aussi été présidente du Grand Conseil de Genève. Et ça fait des années et des années que vous travaillez avec les milices, les groupes armés, les rebelles, pour essayer de travailler à la mise en place du respect du droit international humanitaire. Comment ça se passe, ce type de dialogue avec des groupes armés? Là, on voit que justement la Libye, c'est vraiment, on est dans un cycle de revanche qui a du mal à s'arrêter. Comment on discute avec ces milices? Merci. Je ne sais pas si ça marche. Peut-être deux mots sur le film, en plus de tout ce qui a été dit du courage et de l'importance de ce film. Je crois qu'il soulève deux autres aspects qui sont importants. Le premier, c'est de montrer d'autres choses de ce qui se passe en Libye, parce que pour nous, ici, quand on regarde les nouvelles, on a l'impression que la Libye, c'est juste des côtes desquelles partent ces migrants qu'en Europe, on ne veut pas. Et donc, il y a d'autres drames qui se jouent en Libye, et ça n'est pas que la question des migrants qui menacent l'Europe. Et puis, le deuxième aspect de ce film, c'est qu'il soulève vraiment de manière importante et avec des témoignages, le viol à l'égard des hommes, qui a toujours été sous-rapporté, même s'il a toujours existé, toujours sous-rapporté. C'était dans les milieux médicaux, quand on en parlait, dans des rapports d'ONG, mais cette fois, c'est des avocats, des juristes, des procureurs qui se saisissent de ça pour une fois que ce soit aussi amené devant des tribunaux, et je pense que c'est deux éléments extrêmement importants que ce film souligne aussi. Alors, pour revenir maintenant à l'appel de Genève, donc, comme cela vient d'être dit, c'est une organisation qui ne travaille que dans des situations de conflit et qui a une spécificité, c'est de ne travailler que avec des groupes armés, des groupes rebelles, des milices, des mouvements d'opposition. Ça, c'est la spécificité de l'appel de Genève, et qui travaille sur de la négociation humanitaire, c'est-à-dire, ça n'est pas des négociations de paix, c'est une autre étape, c'est un autre travail. Les négociations humanitaires, c'est d'essayer de faire en sorte que ces groupes armés respectent les fondamentaux du droit humanitaire, les points fondamentaux du droit humanitaire. D'abord les connaissent et puis les respectent, et ça amène à des accords humanitaires tels que la démobilisation d'enfants soldats ou l'accès à des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, ou qu'ils laissent déminer des territoires qu'ils ont minés. Donc ça, c'est le travail de l'appel de Genève depuis 20 ans. Aujourd'hui, c'est environ 65 groupes armés avec lesquels l'appel de Genève négocie. Alors, pour en venir à la question des violences sexuelles, oui, c'est perpétré par des milices, par des groupes armés. Pas seulement, c'est aussi par des compagnies militaires privées. C'est aussi, malheureusement, par des humanitaires, parfois, on l'a vu récemment, des scandales, et puis par les armées régulières. Et ça, je pense que c'est aussi un élément qui est à souligner, c'est qu'aujourd'hui, probablement, les armées régulières sont les plus grands, ceux qui violent le plus et qui font le plus de violences sexuelles. Hier encore, devant le Conseil des droits de l'homme, la Syrie a été évoquée. C'est un rapport de l'ONU qui mentionne que l'armée syrienne a vraiment comme tactique le viol et les violences sexuelles. Donc, le problème, c'est que si vous voulez travailler avec des groupes armés, il faudrait déjà que les États respectent aussi le droit, parce que c'est extrêmement difficile. On l'a vu, il y a toute cette question de la revanche. Il faut qu'une fois ce cercle vicieux s'arrête et qu'il y ait des sanctions extrêmement claires par rapport à ceux qui sont des gouvernements et qui, dans le monde aujourd'hui, ont tous signé les conventions de Genève. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la question de savoir aussi, et ça, on doit faire toute une recherche avant de travailler avec ces groupes, est-ce que c'est une tactique? Est-ce que ça vient des commandants qui disent systématiquement qu'il faut procéder à des violences sexuelles, ou bien est-ce que c'est des situations d'opportunisme, ils arrivent dans un village, ils pillent, ils violent, ça n'est pas moins grave, mais c'est tout à fait différent dans l'approche que nous, on peut avoir pour essayer de travailler avec ces groupes pour changer leurs attitudes. Alors, je reviendrai peut-être après s'il y a des questions plus précises, mais peut-être plus sur la question de la Libye. La Libye, elle pose
elle cumule les problèmes et les difficultés pour une organisation comme l'Appel de Genève. La première, c'est que parler de violence sexuelle, c'est jamais facile. De toute façon, ça a été dit par plusieurs personnes avant. Parler des enfants soldats, parler des attaques sur les écoles, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la complexité du conflit là-bas. C'est de très nombreuses milices. Les chaînes de commandement ne sont pas claires, on ne sait pas à qui on parle. Vous parlez à un groupe qui le lendemain sera allié à un autre groupe et le surlendemain se battra contre cette milice ou cette tribu. Donc c'est un deuxième aspect extrêmement complexe. Et là-bas, c'est très clairement des décisions de niveau du commandant, d'avoir ça comme stratégie, d'avoir le viol comme arme de guerre, ce qui rend aussi beaucoup plus difficile le travail que si c'est des viols qui sont faits dans des situations d'opportunisme. Donc, la Libye, on a une approche particulière, j'y reviendrai peut-être après, mais c'est une situation extrêmement, extrêmement complexe. Merci. Cécile, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, avant qu'on passe aux questions, je voulais vous dire, en tout cas, dans la démarche de réalisatrice que j'essaye toujours de faire en sorte de raccourcir les distances. Ça peut vous paraître très loin, la Libye, mais c'est juste l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est de là que viennent, évidemment, on vient de le dire, des centaines de milliers d'êtres humains. Et tout ça, ça fait partie d'un problème très complexe auquel, quelque part, on a contribué par des décisions politiques. Donc, j'espère en tout cas que ce soir, ce film vous aura permis de vous sentir plus proche de personnes, comme disait Elisabeth, de comprendre ce qu'ils vivent sur leur propre territoire qui, par ailleurs, est en proie à des tas d'intérêts qui leur échappent complètement. Je pense que aussi bien Ramadan que Rio ce soir préféreraient être tranquillement dans leur ville, avec leurs proches, leurs familles. Ils ont été séparés des gens qu'ils aiment. C'est une situation qui leur pèse, je le sais bien. Et ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on sort de chez soi pour essayer de faire la lumière sur des crimes de guerre effroyables qui s'y déroulent. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire, c'est que s'il y a une utilité à un film comme ça, c'est que vous pouvez en parler autour de vous, parce que maintenant vous savez, et c'est ce que j'avais dit aussi à la fin de Voyage en Barbarie, ça permet de comprendre l'autre. Au moins, c'est ce que j'essaye de faire dans ce film. Et donc même après ce débat, échangeons, discutons. Ils sont venus de loin. Elle est venue du Pakistan pratiquement. Donc, profitez de la présence des personnes qui sont là aussi pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on vient de voir ensemble. Merci. Justement, on va passer la parole à la salle. Alors, pour ne rien vous cacher, on a des spots dans la figure, donc je vais avoir du mal à vous voir. Donc, n'hésitez pas à faire des très grands gestes, voire à crier si vous voulez le micro. Et en haut, c'est pire, donc. Madame. Merci, je m'appelle Caroline. Le film était magnifique et la discussion également. Ce film m'interpelle beaucoup parce que j'ai eu l'opportunité de travailler en Bosnie dans les années 90, de travailler en Sierra Leone, aussi au début des années 2000, et plus récemment au Congo, République démocratique du Congo. Et là, ce qui me revient toujours, c'est la question de responsabilité et niveau de responsabilité. Parce que là, au Congo, comme en Bosnie et comme aussi en Libye, on a le problème de la généralisation de la violence. Et au niveau de à qui on a affaire, à qui on doit faire les poursuites. Parce que ça se mélange. On voit par exemple le fait qu'il y a des victimes, les migrants, qui sont des victimes comme les Libyens, qui deviennent des bourreaux en attaquant, en recevant l'ordre de violer les Touareg. Également, et eux, ils sont noirs aussi. Donc, c'est les Africains contre les Africains. Qui est responsable? À quel on doit adresser pour faire les poursuites? Également, le problème des milices. Il y a de plus en plus des milices. Ça se confond d'une manière incroyable.
Ça se passe au Congo en ce moment-là. Donc, je voulais, en tant que juriste, pour monter des cas dans le tribunal, ou à quel niveau on essaie d'adresser ce problème, parce que c'est un fléau qui est vraiment généralisé. Merci. Merci. On va prendre 2-3 autres questions avant de faire réagir le panel. Il y a une dame là-bas. Là. Là-bas au bout. Au bout. Non, pour la traduction. Ah, pour la traduction, ça va pas. Moi, en fait, j'ai une question très simple. Au début de votre intervention, vous aviez évoqué d'autres voies judiciaires que celle de la Cour pénale internationale. Je m'intéressais de savoir quelles sont ces autres voies judiciaires, parce que compte tenu de la situation politique en Libye, on imagine assez mal un tribunal interne, et on sait aussi que le fonctionnement de la Cour pénale internationale est effectivement pas toujours optimal. Et voilà, si vous avez d'autres voies, j'aurais bien voulu savoir lesquelles. Merci. Il y avait monsieur là, madame, et après on fera un tour de réponse. Voilà, merci. Moi, je voudrais aussi remercier la réalisatrice, ces personnes qui, Madame Céline et Ramadan et même Ahmed qui n'est pas là et qui, à mon sens, ont joué et jouent un rôle très important et qui va être le début, comme ça vient d'être dit, et que leur travail va être très important pour la suite. C'est-à-dire, si ça commence mal, ça peut ne pas évoluer comme on le voudrait. Donc, la responsabilité très importante de ces gens-là qui se sont lancés dans cette histoire d'une manière bénévole, mais en fait, l'avenir est un peu en fonction de la réussite de ces gens-là. Ce qui me préoccupe, certes, il y a des crimes contre l'humanité, il y a des crimes de guerre, il y a des crimes qui ont été pratiqués par le régime qui a existé en Libye et qui est parti maintenant. Il va y avoir une justice à cela. Mais ce qui me préoccupe, c'est important, c'est très important. Et avoir un seul vis-à-vis qui est un régime, et c'est un peu classique pour les régimes, les dictatures qu'il y a eu toujours, en face un régime qu'on doit prendre justice et se faire justice par rapport à ce régime. Mais là, le problème, c'est un problème ethnique. C'est des ethnies qui se font un peu la guerre et qui s'humilient. Et une fracture sociétale est en train d'exister et dont les blessures ne peuvent être pensées qu'après des décennies et de longues décennies. Qu'est-ce qui va se passer dans les 50 à 60 années quand tu auras encore ces blessures à l'intérieur d'une société et qui vont durer? Comment ça va? Comment les gouvernants, les prochains gouvernants de la Libye vont pouvoir résoudre ces problèmes-là? Ça, je crois que c'est plus important, même si la justice est importante, mais il y aura justice. Mais quelle est la justice par rapport à ces situations-là? Et je crois que c'est ça ce qui est très très grave et qui va peser sur l'avenir de la Libye. Merci. Merci. Madame, et puis après on passera aux réponses. Merci. Okay, bonjour, je suis Laura, je viens du Mexique. Pendant les films, on a souligné, on a évoqué les processus peut-être de génocide. Ça, c'est un thème très fort ça demande beaucoup de recherche. Est-ce qu'il y a encore déjà des pistes au niveau des droits internationaux par rapport à ça? Et le deuxième, c'est de quelle façon la société civile, comment on pourrait soutenir votre cause? Merci. Merci. Du coup, Céline, je vais te laisser répondre à une série de questions et après on passera peut-être sur comment la société civile peut aider ce processus et peut vous aider dans ce travail. Ok, alors merci, ça fait beaucoup de questions, mais en fait, je pense que je vais répondre à tout le monde en même temps.
D'abord la question effectivement de l'identification, etc. D'abord, je vais revenir en départ. Pourquoi j'ai monté We Are Not Weapons of War? Parce que maintenant, on parle beaucoup de violences sexuelles dans les conflits. Il y a quelques années, on en parlait pas beaucoup. Il n'y a aucune organisation au monde qui existe qui est uniquement spécialisée sur cette question. We Are Not Weapons of War a été la première. Vous parliez de la République démocratique du Congo. Je connais bien Denis Mukwege, avec qui on travaille et qui maintenant crée ça aussi une fondation pour essayer de faire transmettre ce qu'il a fait en République démocratique du Congo ailleurs. Mais pour dire, et je fais un lien avec tout parce que pourquoi le viol de guerre c'est important, et c'était très intéressant aussi de distinguer, il n'y a pas une question de grave ou moins grave, la question elle est absolument pas là. C'est qu'à un moment il faut bien comprendre quand on parle de ça en tant qu'outil, on parle de choses différentes des violences sexuelles dans la guerre, de violences sexuelles d'opportunisme, quel mot tu as employé, etc. Donc il n'y a pas une question d'échelle, mais ça c'est très important. Et pourquoi c'est important? Pourquoi il faut qu'on en parle au-delà? Et on le voit beaucoup en ce moment, ce qui se passe aussi sur la question des violences sexuelles de droit commun, j'allais dire, au-delà du tabou, au-delà de la stigmatisation, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien dit dans le film, c'est que c'est un outil qui est extrêmement efficace, mais à un point, et je touche à toutes ces questions-là parce que c'est bien d'expliquer aussi comment ça détruit les générations, les communautés, toute la génération, et donc ça perdure. Et ça crée deux choses. C'est une des raisons, et ça, je voudrais te dire, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, c'est une des raisons aussi de l'exil, des migrations, le viol de guerre, comme les autres, mais c'en est une. Donc, il faut l'adresser. C'est la raison comme une métastase qui se met, qui met en place ensuite, d'ailleurs, la Sierra Leone, ça a été le cas, le Libéria et la RDC maintenant, une culture de la violence sexuelle qui n'est plus une violence de guerre parce qu'on n'a plus vraiment de conflit, encore que la RDC. Mais voilà, ça crée des conflits, ça crée en Libye ce cycle, et on le voit bien, de revanche, très intéressant parce que oui, la victime, elle devient bourreau. Est-ce que le migrant qui est forcé à violer les autres est un perpetrator, je sais pas, un bourreau? Non, je crois pas. Est-ce que même, moi je vais même plus loin que ça, est-ce que les gens qui se retrouvent dans ces situations à faire ça, certains d'entre eux ne sont pas victimes eux-mêmes de tout un système? Et donc, pour répondre à votre question, il faut remonter, identifier les gens. Identifier les gens, c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui sont identifiées. On entend souvent, voilà, c'est pas vrai. Personnes, elles peuvent être identifiées. Il y en a beaucoup. Le RDC, le mapping, il y a beaucoup de gens qui ont été identifiés. Donc après, on rentre dans autre chose. On rentre dans des questions politiques. On rentre dans des questions de quelle voie judiciaire employer. Et je trouve que Cécile l'a très bien dit. Moi, je parle très mal, et surtout ce soir, parce que vraiment, c'est vrai que je suis très fatiguée. Mais il faut regarder les choses un peu différemment. Tous ces gens-là, et c'est vrai qu'on pense tous à Emad, et en plus on est très émouvant de voir Emad parce que j'aurais tellement aimé que vous le voyiez, parce que c'est quelqu'un qui se retrouve là-dedans, qui n'a rien à voir avec tout ça, qui n'a aucun background de juriste, de quoi que ce soit. Et nous, on est là, on le forme, parce qu'Emad, les premières fois, il me disait « mais comment je fais ? Je ne sais pas quoi dire quand ils me disent ça, qu'est-ce que je fais ?» Je leur réponds, après ils s'arrêtent de parler. Bref, donc c'est des gens qui ont un pouvoir de ramener toutes ces informations. Le problème qu'on a au niveau judiciaire, au niveau juridique, très simplement, c'est un énorme bordel. Voilà. Ils n'ont pas les choses, ils ramènent énormément de choses. Il y a plein de choses qui en fait, sont pas vraiment utiles. Donc, il y a tout un travail d'analyse à faire, il y a tout un travail... Donc ça prend du temps. Ce phénomène, il est partout, il est dans tous les conflits aujourd'hui. Donc le viol de guerre, il faut vraiment que ça devienne un enjeu public mondial. Et c'est pour ça que je m'engage là-dedans et qu'il faut que ça le soit. Les autres voies judiciaires, il y en a d'autres. Je suis pas... j'étais aux négociations de Rome, je me suis battue pour qu'il y ait la Cour pénale internationale, et je pense qu'il faut faire attention. Et la Cour pénale internationale, c'est important qu'elle existe. Maintenant, il y a plein de problèmes et on voit ses limites, et on les voit de plus en plus. On voit les limites des Nations Unies, tout simplement, aussi. Mais il y a d'autres voies. Et je crois qu'hier, il y avait une soirée sur ça. Il y a la compétence universelle.
Il y a des affaires, je peux pas, je suis désolée parce que pour des raisons, évidemment, vous pourrez tous comprendre, compliquées, de sécurité, de plein de choses. Mais il y a des dossiers de compétences universelles on est en train d'enclencher sur la Libye, dans plusieurs pays. Ça veut dire aussi, par exemple, cibler des gens à un plus haut niveau politique. Donc forcément, c'est pas facile aussi parce que ça crée des problèmes, des gens qui sont en poste, parce qu'il y a cette question-là aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en poste de pouvoir, de pouvoir, qui ont commis des crimes. Et après, pour finir, et je ne sais pas si j'ai loupé quelqu'un, la question, bien sûr, et je crois que je vais dire un moment, comment ce pays va pouvoir se construire sur ça. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça fait partie, et je pense que Ramadan, il pourra peut-être, ça fait partie de la justice, elle fait partie de ça aussi. Moi, je ne suis pas en train de dire il n'y a que la justice, hein, c'est mon métier. Mais il faut qu'il y ait un vrai débat sociétal. Tu parlais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un système de justice transitionnelle. Mais déjà, il y a tellement de choses qui ont été faites, qui sont arrivées. Comment on répare ça ? J'ai pas les réponses. On le voit partout ailleurs. Et la société civile, comment elle peut aider ? Cécile l'a dit aussi, mais ils y répondront. Je pense qu'il y a d'autres manières d'avancer aujourd'hui sur la justice. Il y a des manières plus rapides, ce que je disais, plus disruptives. On pourra en parler après. Nous, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, parce que ce soir, il y a des gens de mon équipe, Martin et Léa Rose, qui sont là. On est une petite organisation. On n'a pas beaucoup on n'a même pas le temps. En fait, je vais vous expliquer le truc. On n'a même pas le temps d'aller chercher des financements, c'est pour vous dire. Tellement on est occupés, on est tous pro bono. Donc voilà. Donc là, il va falloir qu'on prenne le temps parce qu'on en a besoin, parce qu'on est bloqué. La société civile, elle peut aider à ça. Venir aussi dans les réseaux, ça ne veut pas dire au niveau particulier de l'argent. Nous, on a une campagne, on reçoit des dons, chaque don est hyper important pour nous, donc n'hésitez pas. Mais il n'y a pas que ça aussi, on a besoin d'experts, on a besoin de gens qui soutiennent, on a besoin de gens qui parlent. Cécile disait tout à l'heure aussi, ouais, voilà, parlez-en, regardez les migrants autrement, regardez la question des violences sexuelles autrement. Moi, j'essaie de voir les solutions. On dit toujours aussi, il faut parler, il faut dire les choses. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne peuvent pas parler et dire les choses. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin qu'ils parlent et qu'ils disent les choses. On le voit à des moments dans le film. Certains qui ne parlent pas, mais en fait, ils disent les choses. Ils les disent et c'est suffisant. Il y a un changement à avoir au niveau judiciaire sur la question des violences sexuelles et nous, on travaille là-dessus aussi. C'est de dire... nous, on veut plus, en fait, on veut regarder les choses autrement. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir les victimes et les témoins qui doivent venir témoigner en audience. Ça n'est pas possible sur ces questions-là. Ça n'est pas tenable, c'est trop difficile. Il y a des questions aussi de la mémoire traumatique qui fait que les gens... Bref, donc il faut changer ce système-là. Et là, c'est le prochain après les lois. C'est la prochaine chose sur laquelle on s'attaque. Il faut leur donner d'autres moyens de s'exprimer. Plus anonyme, pour ça qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais nous on utilise les nouvelles technologies, on est en train de développer un outil dont on va utiliser en Libye, qui soit aussi un moyen de pouvoir travailler avec ces gens qui sont sur place. EMAD, c'est vrai, là il ne peut pas sortir, et donc EMAD, on essaie de l'aider à distance, de le guider. Et c'est ça, il nous dit, voilà, j'ai rencontré telle personne et on le guide dans l'enquête. En fait, c'est vraiment, je dis tout le temps ça, c'est une télécommande à travers un système très sécurisé. On est cette télécommande, on lui donne l'expertise, on va regarder, on va lui dire, tiens, là, il faut que tu retournes voir cette personne-là pour aller chercher. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est beaucoup plus efficace. Et oui, tu disais, ça prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps, mais ça peut aller plus vite. Et oui, il y a d'autres voies que la Cour pénale internationale, mais je le redis aussi sur la Libye, je crois que je le dis dans le film, il faut pressuriser la Cour pénale internationale parce qu'il faut qu'elle avance. On dit qu'elle n'a pas de budget. Moi, si j'avais le budget de la Cour pénale internationale, je pense qu'on pèterait les compteurs, vraiment, quand je vois ce qu'on fait à pas beaucoup avec zéro. Donc, je pense que la Cour pénale internationale, tu disais aussi, il y a un changement, les institutions, on arrive à un moment où elles sont en train de changer, elles ont besoin de changer, elles ont besoin de changer leur fonctionnement, elles ont besoin de changer leur procédure. Donc, et on peut participer à tout ça en se positionnant, en disant les choses, en partageant, en parlant des choses. Voilà. Oui, pour la société civile. Ouais.
J'ajouterais qu'en fait, quand vous avez une façon assez simple, comme ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, c'est simplement d'organiser des débats dans des lieux qui sont proches, des médiathèques, des écoles. C'est quelque chose dont on a besoin de parler. On a besoin d'en parler d'autant plus que là, le pays est toujours en proie au chaos et que les victimes sont toujours à l'intérieur et toujours empêchées de parler. Et malgré le talent des personnes sur le terrain, ça reste quand même un très très gros problème. Et c'est des gens qui dépérissent lentement. Donc c'est vrai que plus, ça paraît très, très bête, mais franchement, je vous assure, j'en ai fait l'expérience avec le précédent film, plus on en parle et plus on obtient de résultats. C'est aussi simple que ça, hein, vraiment. شكرا للأسئلة وشكرا سيلين على الإجابات. يعني أجبتي على نقاط كثيرة، لكن سؤال متعلق بالآليات اللي يمكن اتباعها. ICC هي أهم آلية، Universal Jurisdiction الاختصاص العالمي آلية مهمة، لكن في بعض الآليات الأخرى المساعدة واللي ممكن تساهم بشكل عالي ليس في المحاسبة بمعنى المحاسبة، ولكن في الحد من حجم الانتهاكات. أهمها لجان التحقيق. على مدار أكثر من سنتين نحاول مع مجلس حقوق الإنسان في حملات مناصرة متوالية من أجل إصدار قرار بلجنة تحقيق في الانتهاكات اللي تحدث في ليبيا. إلى الآن كل مجهوداتنا تقف أمام القرار السياسي. القرارات السياسية، ما يحدث في العواصم، البعثات الموجودة في مجلس حقوق الإنسان تمتنع عن الدعم وتكتفي بليبيا تحتاج إلى دعم فني وتقني. الدعم الفني والتقني سيجعل من انتهاكات مثل هذه الانتهاكات تزداد والدائرة تدور. أوكي. Merci infiniment pour toutes ces questions et merci à Céline d'avoir répondu aussi. Mais j'aimerais évoquer certains points importants. Ce qui concerne les mécanismes de justice, évidemment, il y a la Cour pénale internationale, il y a la juridiction universelle, mais il y a d'autres mécanismes également qui peuvent contribuer à non pas... Donc je disais qu'il existait d'autres mécanismes qui peuvent non pas réaliser notre objectif et que de poursuivre les gens, mais de limiter les dégâts et les atteintes aux droits de l'homme. Il y a ce qu'on appelle les commissions d'enquête. Depuis 2 ans, on milite au sein du Conseil des droits de l'homme afin de lancer une campagne et d'adopter une décision d'enquête dans toutes les atteintes et toutes les exactions commises en Libye. Mais malheureusement, la décision politique bloque tout. Et les missions et les représentants des États membres s'abstiennent au moment de prendre la décision et évoquent seulement l'appui technique et matériel à la Libye, ce qui fait que les exactions augmentent tous les jours. بالنسبة للدعم اللي ممكن يقدمه المجتمع المدني، الحل في ليبيا يكمن في إعادة استقرار الدولة، توحيد المؤسسات، وقف الحرب، وقف دعم الأطراف المتصارعة بكل أنواع الدعم. الإشكال الحقيقي هو أن الأطراف المتصارعة سواء كان على المستوى السياسي أو المستوى العسكري تتلقى دعم من المجتمع الدولي، من أطراف مختلفة، من دول مختلفة، في الوقت اللي تجد بعض الدول تدعم طرفين في نفس الوقت. الأمر اللي يؤدي إلى سوء الحالة باستمرار في ليبيا، ولا يمكن معه بأي شكل من الأشكال الوصول إلى استقرار، إلى وقف انتهاكات، إلى بناء دولة، إلى عدالة انتقالية، مصالحات، بناء مؤسسات. الأمر غاية في الاستحالة مع هذا التعامل. الدعم الحقيقي بالإضافة إلى مسائل التمويل والدعم الفني للمجتمع المدني هو الضغط على الحكومات كمجتمع مدني من داخل الدول
حكومات الدول الفاعلة المؤثرة بشكل عالي جدا سواء كان على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي وتدخلاتها اللي تزيد الحالة سوءا في ليبيا. لو المجتمع المدني في هذه الدول ينقل الصوت الحقيقي لما يحدث على الأرض وحجم الانتهاكات ومدى التأثير السلبي لهذه التدخلات، الدعم بالمال والدعم بالسلاح والغطاء السياسي، سيكون له أثر عالي جدا في وقف الانتهاكات، إعادة الاستقرار، إعادة بناء الدولة، والمضي قدما إلى مسائل مثل محاسبة المنتهكين، التعويض وجبر الضرر والمصالحات. Donc, outre l'appui de la société civile, la solution en Libye consiste à, bien évidemment, construire un État solide, des institutions solides, arrêter la guerre et arrêter surtout l'appui aux belligérants et aux différentes factions militaires, parce que nous sommes tous au fait que ces factions reçoivent un appui politique et militaire de la communauté internationale et de certains États. Et on trouve dans certaines situations que certains États appuient et fournissent l'assistance à deux factions armées opposées. Donc la situation devient de plus en plus mauvaise et on ne pourra plus parler de stabilité, de construire un État, de justice transitionnelle, d'institutions solides. Et donc, nous avons besoin, dans le cadre de cet appui dont je vous parle, d'exercer des pressions sur les gouvernements afin, et sur les acteurs importants sur la scène internationale et les acteurs régionaux, afin d'arrêter ces interventions étrangères, parce que ces interventions étrangères exacerbent la situation. Il faut qu'on transmette l'image complète, les exactions, la violence politique, afin d'arrêter ce cercle vicieux de violence, afin de construire l'État, d'aboutir à une stabilité, de poursuivre en justice les criminels et les responsables et de lancer un processus de réconciliation et compenser les victimes. Merci. Rio, du coup, peut-être réagir aussi sur le rôle de la société civile et puis savoir si, en gros, on peut envisager une commission vérité et réconciliation un jour en Libye. Je sais. To have a what? A Truth and Reconciliation Commission. Oh yeah, no, I understand. Yes. It would be very difficult for Libya, I think. C'est très difficile pour la Libye. En Tunisie, on a essayé de le faire dans le domaine de la liberté d'expression et des libertés personnelles, mais en Libye, on est à la traîne en la matière. On disait tout à l'heure que pour les victimes, il était même difficile de parler à une seule personne. Alors imaginez ce que ce serait d'en parler à toute une nation. Au-delà de cela, les affaires de viol, ce sont surtout des affaires de viol contre les femmes et les enfants. Mais là, on parle d'un autre genre de crime. Et je voulais ajouter quelque chose d'autre encore. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une question de race et d'ethnie. Lorsque vous savez exactement qu'il n'y aura pas de poursuite et que vous pouvez faire ce que vous voulez, ça c'est quelque chose qu'on a vu partout, qu'on le voit, toutes les parties. Ce n'est pas spécifique aux Touaregs parce qu'ils sont noirs, ce n'est pas les Amazigh qui sont noirs. Lorsque les circonstances sont bonnes, ça se produit. Merci. Il nous reste peu de temps, donc je propose un dernier tour de... Bien sûr. Et après, un dernier tour. Non, juste pour compléter, je pense que le plus grand problème aujourd'hui, c'est le silence qui entoure cette problématique et puis l'impunité. Et que ça doit être un travail qui doit être fait aussi bien
pour encourager les gens à témoigner qu'à la communauté internationale pour prendre ses responsabilités et mener les gens qui ont fait ces crimes devant la justice. Maintenant, la société civile, l'appel de Genève travaille beaucoup avec la société civile, surtout dans des cas et des situations complexes comme la Libye, pour sensibiliser, pour qu'ils soient aussi des vecteurs d'information, sans demander à ce que tout le monde espionne tout le monde, mais ils sont sur le terrain et une fois qu'ils ont les connaissances comme il a été dit qu'il avait fallu aider Imad et le former, la société civile peut jouer un rôle important et nous formons beaucoup la société civile et les leaders religieux aussi. Je pense qu'ils peuvent jouer un rôle extrêmement important et l'appel de Genève travaille dans ces pays beaucoup avec les leaders religieux qui peuvent avoir une influence sur certains de ces mouvements. Maintenant, il a été dit, juste encore un point que je voudrais rajouter, il a été dit que ces violences sexuelles provoquent le départ, provoquent des gens le fait que des gens veulent partir, s'enfuir. Je pense que c'est l'objectif dans ce genre de situation, c'est de mener des campagnes de violence sexuelle pour justement que les gens s'enfuient, pour anéantir un groupe, une communauté, et pour que les gens s'en aillent. Donc je pense que c'est une conséquence, mais c'est aussi l'objectif dans certaines stratégies. Merci. N'est plus que partent et n'est plus accès à une scène politique et à un rôle politique aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Peut-être en haut, là, parce que du coup, comme on vous a un peu délaissé au premier tour, moi, je ne vois rien du tout. En bas, du coup, en bas, monsieur, en plus, vous avez un micro. My name is Ahmed El-Kassira. Je m'appelle Ahmed El-Kassira, je viens de Libye. J'ai travaillé dans le domaine des droits de l'homme depuis plus de 20 ans. J'aimerais juste faire une remarque et ensuite j'ai une question à adresser à Céline. Tout d'abord, Cécile, merci pour votre film. J'espère que la sortie de ce film va créera un débat national en Libye et sensibilisera les gens. On a besoin de ça. Et peut-être que aussi, comme votre rapport qui date du mois de novembre, cela forcera peut-être les acteurs nationaux et internationaux à entreprendre quelque chose, car mon expérience a monté, il s'agit d'une situation absolument rampante en Syrie. Et une autre chose que j'ai entendu dire par Madame de l'appel de Genève, que c'est très compliqué de savoir qui sont les responsables. Et dans notre travail, il y a quelque chose de systématique dans ces violences. Et on a dit que la CPI avait entrepris quelque chose au printemps dernier contre l'ancien chef de l'agence de sécurité interne, Izar, pour crimes de guerre, parmi lesquels il y avait le viol. Mais Izar a été démantelé en 2011 par la décision du gouvernement, mais ça a été recréé dans l'est de la Libye et ses anciens membres travaillent maintenant dans différents groupes, dans différentes organisations de sécurité, en général, des agences de sécurité. Et à franchement parler, notre travail sur le terrain a montré que ces gens sont dans différents groupes et ils sont en quelque sorte, ils tirent les ficelles de ces actes de viol systématiques. Et les méthodes à l'est et à l'ouest sont les mêmes, sont très, très, très semblables.
L'idée d'une commission de vérité et réconciliation en Libye, là, il y a une grande différence. Lorsqu'on en parle dans un lieu public, ça c'est une chose, mais parfois, peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on y arrivera à un moment donné. Mais la vérité et la réconciliation, il y a eu un comité qui a été créé par NTC en 2011, mais depuis 2014, lorsque le processus politique s'est complètement effondré et qu'il y a eu cette escalade de la violence, il est paralysé. Et nous avons travaillé avec les deux parties. Il y a un membre du Parlement à l'Est et le Conseil d'État de l'Ouest travaille avec cette autre personne. Il travaille avec une mission d'investigation pour essayer d'apporter un soutien pour reprendre le travail, tout au moins du travail de documentation de toutes ces atrocités. Céline, avec votre film, vous vous êtes concentré sur un travail d'investigation qui s'est fait uniquement dans l'Ouest. Est-ce que vous allez aussi aller regarder ce qui se passe à l'est de la Libye? Il y a aussi des affaires qui devront être montées contre les migrants, parce que les migrants eux-mêmes, parfois, ils sont victimes de viols en Libye. Et c'est ma question. Elle a besoin de financement, mais oui, j'ai besoin d'argent. Non, seriously, yes. Oui, tout à fait. Bien sûr, la réponse est oui. Le film, évidemment, est un instantané et c'est le début d'un processus. Mais oui, nous travaillons sur toutes les parties de la Libye. Nous n'avons pas une priorité particulière. Et vous savez qu'il y a la façon dont je vois les choses, du moins. Je suis donc juriste, je suis avocate, et vous avez raison sur cette commission, mais je ne m'occupe pas de politique, je n'ai même pas le temps de le faire. Mais elle a un besoin urgent de la Libye, c'est d'avoir une documentation claire pour savoir exactement ce qui se produit. Et c'est pourquoi ce film est important, parce qu'il révèle une partie de quelque chose qui se passe. Et c'est presque comme un masterclass de la violence sexuelle dans les conflits. Et il faut le rappeler, ça a un objectif, cette violence sexuelle dans les conflits. Dans tous les pays, un objectif bien précis. Juste, il ne s'agit pas seulement une question, c'est pas seulement une question de conséquences, c'est quelque chose qui a été très réfléchi. Voilà. Y avait-il une autre question? Oui, bien sûr que nous allons le faire. En fait, je pense, et je ne sais pas si tout le monde parle anglais, plus ou moins. Oui, il y a une traduction. Même pour la Libye, maintenant, si vous me permettez de le dire, c'est important de faire comprendre à tout le monde, y compris aux gens du pays, l'ampleur de ces violations et d'expliquer que personne n'est épargné, car c'est la seule moyen qui permettra de discuter tous ensemble. Une fois que, si tout le monde est coupable, alors on a un terrain de discussion, d'une certaine façon.
Ça, c'est la première étape vers un processus de transition. Et c'est pourquoi, en fait, oui, je pense que l'équipe va continuer son travail avec l'aide d'autres membres de la communauté exilée de Libye, des Libyens, et qui sont répartis dans toute l'Europe. Il faut que tout le monde se retrouve sur un objectif. Faisons en sorte que cela se produise. Mettons vraiment les crimes de guerre sous le feu des projecteurs pour que la communauté internationale ne puisse pas prétendre ensuite qu'ils ne traitent pas et qu'ils ne commercent pas avec des criminels de guerre. Un jour, quelqu'un avec qui nous discutons actuellement, pour ne pas le citer, par exemple le général Haftar, sera reconnu comme un criminel de guerre. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On aura serré la main du Karadzic libyen qui sera condamné un beau jour. Donc il s'agit d'une énorme responsabilité pour l'Europe de savoir avec qui il parle. Bon d'accord, la Libye c'est compliqué, mais il faut que les Libyens comprennent que tout le monde est impliqué et répandre, disons, faire savoir qu'il y a toutes ces violations, mais c'est un peu difficile alors que tout le monde essaie de se réconcilier. On ne peut pas tout balayer sous le tapis, hein, ça peut pas possible. J'aimerais juste ajouter quelque chose sur ce point. C'est exactement le problème. Ils savent très bien avec qui ils commercent, mais ils ne font rien. Et en fait, ils commercent avec eux, ils font des accords pour garder les gens en prison. Donc, comme moi, je suis à moitié italienne, je me sens un peu responsable pour les gens que l'on garde à Gibraltar, les Italiens qui donnent de l'argent à des trafiquants et des passeurs très connus pour les empêcher de faire passer les migrants à travers la Méditerranée. Donc, c'est une spécialité italienne. Nous sommes très bons en la matière. Je suis désolée pour cet humour noir. Parfois, on en a besoin pour comprendre ce que l'on voit. Ils savent, mais en même temps, ils pensent que c'est la réelle politique. Il faut traiter avec ce qu'on a à disposition. Et cette idée complètement, ce principe complètement fou de la diplomatie internationale nous plonge dans des situations desquelles il est très difficile de sortir, car actuellement, nous aidons à financer les plus grandes mafias de l'autre côté de la Méditerranée, des mafias qui se nourrissent de vie humaine et qui est absolument insatiable, et les décisions politiques que nous prenons ne sont pas seulement d'envoyer des milliers de gens à la mort, mais c'est de complètement détruire un pays. Et moi, j'ai honte d'une certaine façon. Je ne pense pas que nous sommes les seuls responsables, bien sûr, mais j'ai honte néanmoins. Tout le monde a honte, oui. Comme nous avons déjà dépassé le temps, encore un dernier commentaire de tous les panélistes. Tout d'abord, la dernière chose, j'ai perdu une partie de ma voix en criant sur le sujet. Ce n'est pas vrai. Non, non, c'est la fumée. Vous avez vu combien de cigarettes il fume? Non, mais c'est vraiment difficile de gérer ça. Donc, applaudissez-le, parce que c'est dur de gérer ce genre de choses. Donc, merci beaucoup de vous occuper de cette question. Je sais que certains d'entre vous vont voir leur vie changer. Certains d'entre vous vont sortir de ce cinéma et oublier tout ce sujet. Mais lorsque vous entendrez le mot Libye, ne pensez pas qu'il n'y a que des migrants. Ce sont des personnes normales qui essaient de reconstruire un pays. Merci. Moi, je vais parler en anglais, finalement. Merci beaucoup à vous tous. Lorsque je suis venu à Genève, je me suis dit que j'allais rencontrer quelques personnes, beaucoup moins de personnes, et que j'allais dire beaucoup moins
de choses que je l'ai fait et que j'allais répondre à des questions plus faciles que celles que j'ai entendues. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment préoccupés de ce qui se passe en Libye, de ce que nous faisons. Je vous en remercie et je dois dire que j'aimerais m'excuser auprès de Cécile, car elle a souffert beaucoup à cause de moi pendant 2 ans. Donc, merci, merci pour tout ce que vous avez fait. Voilà, je vous remercie encore d'être venu et d'être resté à ce débat. C'était vraiment, vraiment important pour tout le monde, je pense, ce soir, d'avoir votre regard, vos réponses, vos questions, enfin vos questionnements. Et on peut continuer à l'extérieur de la salle. Voilà, parce qu'encore une fois, je vous avoue qu'il y a 2 ans, jamais j'aurais imaginé de voir Ramadan, Rio et Céline assis sur une estrade, réunis ici pour parler de ce crime qu'au départ, on n'arrivait même pas à nommer. Donc vraiment, vraiment merci. Merci à vous. On va être obligé de continuer dehors parce qu'on se fait sortir pour la prochaine séance. Donc merci infiniment à tous les panélistes, aux traducteurs, aux interprètes et à tout le monde. Merci beaucoup.